Rob Sullivan avait bâti sa vie tel un bastion, méthodique, impénétrable et taillé pour résister à toutes les tempêtes. À 52 ans, il imposait le respect dès qu'il franchissait une porte. Son empire de la construction, Sullivan et Associates, avait commencé avec un seul camion et ses mains endurcies, et était devenu une opération multimillionnaire s'étendant sur 3 États. Mais la véritable force de Rob ne résidait pas dans les bâtiments qu'il érigeait, elle se révélait dans son aptitude à lire les gens, à détecter leurs faiblesses et à se souvenir de chaque affront. Grandir à South Boston lui avait appris tôt que le monde ne lui devait rien, son père, docker alcoolique, le lui avait enseigné à coups de poing, sa mère, que Dieu ait son âme, lui avait montré que la loyauté se méritait par les actes, pas les mots. Lorsque sa mère est morte d'un cancer, Rob avait 16 ans et s'était juré de ne compter que sur lui-même. Cette philosophie l'avait servi au-delà des chantiers, il repérait un menteur à l'autre bout du site, savait quand un entrepreneur rognait sur les coups, et quand exercer la pression nécessaire pour obtenir gain de cause. Ses employés le craignaient autant qu'ils le respectaient, le surnommant le général, dans son dos non pas à cause d'un passé militaire, mais parce qu'il dirigeait son domaine comme un véritable stratège. Il y a 23 ans, lors d'un barbecue d'entreprise, il rencontra Carol. Elle avait 25 ans, était secrétaire chez l'un de ses sous-traitants, aux cheveux au burn captant le soleil, avec un rire capable de dissiper sa méfiance habituelle. Elle sortait du lot, pas une chercheuse d'hommes aisés comme celle qui l'entourait d'habitude. Fille d'une famille de la classe moyenne du New Hampshire, titulaire d'un diplôme universitaire inutilisé, elle semblait véritablement admirative de son ambition, pas uniquement de son compte en banque. Leur rencontre fut une danse prudente, Rob mit Carol à l'épreuve de petites manières arrivées en retard à un rendez-vous pour voir si elle l'attendait, la présenter à ses amis plus rustres pour tester leur jugement, jusqu'à simuler des difficultés financières. À chaque fois, Carol réussit l'épreuve, elle attendait, acceptait, restait. Lorsqu'il la demanda en mariage sur une plage du Maine, il sut qu'il avait trouvé sa partenaire pour la vie. Carol lui donna 2 enfants, David, maintenant 21 ans et en dernière année au Boston College, et Emma, 19 ans, préparant des études de droit à Northeastern. Tous deux héritèrent de l'esprit acéré de Rob et de la grâce sociale de Carol. David était destiné à rejoindre l'entreprise familiale après l'obtention de son diplôme, tandis qu'Emma prévoyait de devenir avocate de la famille, protégeant les intérêts des Sullivan depuis l'intérieur du système juridique. Rob pourvoyait abondamment aux besoins de sa famille. Leur demeure coloniale à Wellesley s'étendait sur 2 acres de terrain parfaitement entretenus, Carol roulait en BMW, portait des vêtements de marque et n'avait jamais manqué de rien. Elle avait quitté son travail après la naissance de David, affirmant vouloir se concentrer sur son rôle de mère, mais Rob soupçonnait parfois qu'elle s'était plutôt habituée au confort de leur niveau de vie. La seule ombre qui planait sur la vie presque parfaite de Rob était la relation avec son frère aîné, Tommy, de 2 ans son aîné. Tommy avait suivi les traces de leur père, alcool, jeux, mensonges. Quand Rob lança son entreprise, Tommy le supplia de l'embaucher, promettant de changer. Malgré ses réserves, Rob lui accorda de nombreuses chances, le nommant chef de chantier. Mais les dettes de jeu et les excès d'alcool de Tommy coûtèrent à la société en argent et en réputation. Pourtant, le sang reste le sang, Rob le couvrit, l'aida financièrement et le maintint en poste, guidé par une loyauté familiale mal dirigée. Ce mardi matin de mars avait commencé comme les autres, Rob passait en revue les plans d'un nouveau centre commercial lorsqu'une douleur écrasante à la poitrine le cloua au sol. Son assistante, Maria, le trouva agrippé au bureau, le visage livide. Appelez le 911, haltait-il, avant que tout ne devienne noir. Chapitre 2, les révélations de la chambre 314. Rob reprit conscience dans une odeur stérile de désinfectant, bercé par le bip régulier des moniteurs cardiaques. L'aile cardiologique du Massachusetts General Hospital était plus silencieuse qu'il l'avait imaginé, ses murs d'un vert pâle et la vue sur le fleuve Charles ne devenant paisible que si les circonstances avaient été différentes. Le docteur Patriciae, une femme au visage sérieux, lui expliqua qu'il avait subi une importante crise cardiaque, les dégâts étaient étendus, mais non fatals. Il allait survivre, mais sa vie devait changer. « Vous avez de la chance, monsieur Sullivan », déclara-t-elle en ajustant son traitement. « Votre assistante a appelé rapidement l'ambulance et nous vous avons emmené en chirurgie assez rapidement pour éviter des dommages permanents.
Mais c'est un avertissement que vous ne pouvez pas ignorer. Votre mode de vie, votre niveau de stress, tout doit changer. Rob acquiesça d'un signe de tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Qui allait diriger l'entreprise pendant sa convalescence? Quel impact cela aurait-il sur le projet Morrison? Carol devrait comprendre qu'il allait devoir se retirer de certaines responsabilités. Peut-être même laisser David assumer plus tôt que prévu. Quand Carol vint lui rendre visite ce premier soir, Rob fut surpris par son apparence. Elle portait une robe rouge flamboyante qu'il ne lui avait jamais vue. Ce n'était clairement pas une tenue adaptée à une visite d'hôpital. Son maquillage était impeccable, sa coiffure fraîchement faite. Elle ressemblait plus à quelqu'un qui se préparait pour un rendez-vous galant que pour voir un mari qui venait d'échapper de peu à la mort. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle. Mais son attention semblait ailleurs. Elle regardait souvent son téléphone, jetait des coups d'œil vers la porte, jouait nerveusement avec son sac à main. « Je suis vivant, » répondit Rob. « Le médecin dit que je vais devoir lever le pied un moment. On devrait peut-être discuter de faire venir David dans l'entreprise plus tôt. » « Oh, ça me rappelle, » l'interrompit Carol. « Demain, c'est ma fête d'anniversaire. Je sais que tu es ici, mais le docteur a dit que tu pourrais peut-être obtenir un laissez-passer pour la journée. Ce serait tellement important pour moi que tu sois là. » Rob la fixa. « Carol, je viens de faire une crise cardiaque. J'ai failli mourir il y a à peine 12 heures. » Son expression se durcit comme il ne l'avait jamais vue auparavant. « Si tu ne viens pas, je demande le divorce. » Ces mots le frappèrent plus durement que l'infarctus. Pas à cause de la menace elle-même, mais à cause du ton glacial, presque stratégique, avec lequel elle les avait prononcés. Ce n'était ni un cri du cœur, ni un moment d'émotion. C'était un plan. « Sors d'ici, » dit Rob calmement. « Rob, je... » Dehors. Après son départ, Rob appela son infirmière. Une femme stricte du nom de Betty, qui le surveillait à chaque heure. « J'ai besoin que vous ajoutiez ma femme à la liste des visiteurs interdits. Elle ne doit plus remettre les pieds ici. » Betty haussa un sourcil, mais nota l'instruction. « Votre frère Tommy a appelé tout à l'heure. Il a entendu parler de votre attaque. Il souhaite venir vous voir. Je l'ajoute à la liste des visiteurs autorisés. » Oui, Tommy, c'est bon. Mais pas Carol. Cette nuit-là, Rob resta allongé, les yeux fixés au plafond. Il repassait mentalement 23 années de mariage. Des petits détails qui ne faisaient pas sens jusque-là s'imbriquaient soudain avec clarté. L'intérêt soudain de Carol pour les cours de fitness tardifs. Ces fameuses soirées entre filles, dont elle ne mentionnait jamais les détails. Et cette façon insistante qu'elle avait eue de lui dire qu'il devait travailler plus longtemps, que l'entreprise avait besoin de toute son attention. Le lendemain matin, le docteur y entra, arborant une expression que Rob connaissait bien. Celle de quelqu'un sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Elle referma la porte derrière elle. « C'est difficile, Monsieur Sullivan. Hier, après le départ de votre femme, elle a parlé à l'un de nos agents de service. Elle posait des questions sur votre état, votre pronostic. Elle marqua une pause. Mais ce n'étaient pas des questions d'épouse inquiète. » Rob se redressa. « Quel genre de questions ? » Elle voulait savoir si vous aviez une assurance vie, si l'hôpital avait été contacté par une compagnie d'assurance, s'il y avait des documents légaux à signer. Et elle a demandé si nous pensions que vous alliez faire une nouvelle crise. Tout s'éclaira brutalement. Carol ne s'inquiétait pas. Elle calculait. Elle voulait savoir si elle devait attendre plus longtemps ou si cette première attaque suffirait. « Ce n'est pas tout », poursuivit Dr. Hay. Une de nos caméras de sécurité l'a filmé sur le parking après sa visite. Elle téléphonait à quelqu'un. Et même si nous n'avons pas entendu la conversation, son langage corporel, elle avait l'air animée. Heureuse, même. Rob hocha lentement la tête. « Docteur, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Dites à ceux qui demandent que mon état est plus grave que prévu. Que les dégâts sont importants. Que je pourrais ne pas survivre à une autre attaque. » Docteur et fronça les sourcils. « Mais ce n'est pas vrai, Monsieur Sullivan. Vous allez vous remettre,
à condition de suivre les soins et changer votre mode de vie. Je sais. Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et j'ai besoin que certaines personnes me croient plus vulnérable que je ne le suis. Pouvez-vous faire ça? Elle prit une longue pause, puis hocha la tête. Les informations médicales sont confidentielles. Si je décide d'être prudente dans mes déclarations aux tiers, cela relève de mon jugement professionnel. Chapitre 3, l'avertissement du docteur. 2 jours plus tard, Rob écoutait ses messages vocaux quand Docteur et frappa à la porte, l'air grave. Elle entra, referma la porte et s'assit près de son lit. « Monsieur Sullivan, je dois vous parler d'une chose qui dépasse le cadre médical. » Elle inspira profondément. « Hier, votre femme m'a approché à nouveau. Elle a contourné les restrictions et m'a coincé dans le couloir. Elle voulait savoir si vous aviez désigné un mandataire en soins de santé, si vous aviez un testament de vie, et ce qui se passerait si vous deveniez inapte à prendre des décisions. » Rob serra la mâchoire. « Et qu'avez-vous répondu? » Je lui ai dit de s'adresser au service juridique de l'hôpital. « Mais, monsieur Sullivan, vous devriez appeler la police. » Ce qu'elle a demandé ensuite dépasse les bornes. Elle baissa la voix. Elle voulait savoir s'il y avait des moyens de déclencher une nouvelle crise cardiaque. Elle prétendait vouloir éviter de vous stresser, mais la façon dont elle posait les questions, les médicaments qu'elle a mentionnés. Quelqu'un avait fait des recherches. La pièce tomba dans un silence oppressant, rythmé seulement par le bip régulier des moniteurs. Rob sentit quelque chose de froid, de définitif s'installer dans sa poitrine. Plus dur encore que le muscle abîmé qui l'avait conduit ici. « Elle essaie de me tuer, dit-il simplement. »« Je ne peux pas poser ce diagnostic, répondit le docteur. Mais je suis médecin depuis 20 ans. J'ai vu des conjoints effondrés, des familles inquiètes, des gens brisés par la maladie. Ce que fait votre femme ne correspond à aucun de ces cas. » Rob attrapa son téléphone. « Contactez Tommy Sullivan. Dites-lui que c'est urgent. » 1 heure plus tard, Tommy arriva, visiblement bouleversé. Âgé de 54 ans, le frère aîné de Rob avait hérité des larges épaules de leur père. Mais les années d'alcool lui avaient laissé un ventre proéminent et des vaisseaux sanguins éclataient au travers du nez. Il était sobre maintenant. Il l'était depuis 6 mois, après sa dernière frayeur pour conduite en état d'ivresse. Mais les séquelles sur son visage étaient irréversibles. « Jésus, Rob, t'as une gueule d'enterrement », lâcha Tommy en tirant une chaise. « Quand Maria m'a appelé, j'ai pensé, je n'ai jamais cru que quelque chose pourrait te mettre à terre, Tommy. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Je vais te dire un truc, et je veux que tu la fermes jusqu'à ce que je te donne le feu vert. Tu peux faire ça? » Tommy hocha la tête, le visage grave, comme Rob ne l'avait plus vu depuis les funérailles de leur mère. Rob exposa chaque détail, le comportement étrange de Carol, ses questions au médecin, la menace à propos du divorce, ses recherches apparentes sur les causes d'infarctus. À chaque révélation, l'expression de Tommy s'assombrit. « Cette salope, après tout ce que tu lui as donné, c'est encore pire. Je crois qu'il y a un autre homme. » Rob évoqua les nouvelles tenues de Carol, ses soirées tardives, son empressement à le voir s'investir davantage au travail. Le schéma était évident une fois que l'on savait où regarder. « Qui ?» demanda Tommy. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Et Tommy, quand je saurai, je vais les détruire tous les deux. Pas seulement divorcer, je veux qu'ils perdent tout ce qui compte pour eux. » Tommy se pencha. « Que est-ce que tu veux que je fasse? » D'abord, ce soir, tu vas à la maison. Tu dis à Carol que le docteur est à appeler, que mon état est plus grave qu'annoncé, que les prochains jours sont cruciaux, qu'un nouvel incident pourrait me tuer. Tu veux qu'elle pense que je suis en train de mourir. Je veux qu'elle se sente à l'aise, les gens font des erreurs quand ils croient gagner. Astérisque astérisque, ensuite, commence à la surveiller, suis-la, vois où elle va, qui elle fréquente, mais discrètement. Rob, je ne suis pas vraiment fait pour l'espionnage. Tu n'as pas besoin de jouer James Bond. Ne la laisse juste pas te surprendre en train de la prendre en photo. Si je veux faire mon coup, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Tommy hocha la tête. Et David et Emma, ils ne sont au courant de rien?
Le visage de Rob devint dur. Personne d'autre n'est dans la boucle, pas encore. Je dois mesurer l'ampleur de tout ça d'abord. Si les enfants sont impliqués. David et Emma te vénèrent. Peut-être, mais j'ai appris à ne plus rien présumer de la loyauté. Le lendemain matin, lors de la tournée médicale, le docteur s'approcha. Votre femme a appelé ce matin, elle voulait savoir si elle pouvait vous apporter à manger de la maison. Quand je lui ai dit que la politique de l'hôpital n'autorise pas les plats personnels aux patients cardiaques, elle a posé des questions ultra ciblées sur vos médicaments, sur les aliments pouvant interférer. Quel genre d'aliments? Des produits très salés, des trucs susceptibles de mettre votre cœur à rude épreuve. Mais ce n'était pas l'inquiétude d'une épouse soucieuse, c'était une personne en quête d'information. Rob hocha la tête. Docteur, combien de temps dois-je rester? Médicalement, vous pourriez rentrer demain, avec du repos et un suivi. Mais, vu ce dont nous avons parlé. Astérisque, je rentre demain. Quoi qu'elle prépare, je dois être là pour anticiper. Cet après-midi-là, David vint rendre visite à son père, astérisque. Tendu, grand, élancé comme son père, mais avec la carnation plus claire de Carole, et les yeux aigus de Rob, il avait hérité des meilleurs atouts de ses deux parents. Le voir rappela à Rob tout ce qu'il risquait de perdre. Papa, j'ai entendu par oncle Tommy que c'est plus grave que maman ne l'a dit. Tu vas t'en sortir? Rob étudia son fils, David semblait authentiquement inquiet, sans la froide stratégie qu'il percevait chez Carole. Ça ira, fiston. Mais j'aurais peut-être besoin de ton aide pour certaines choses. N'importe quoi. Tu peux observer ta mère pendant ma convalescence. Elle subit beaucoup de stress avec tout ça et je m'en inquiète. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, Carole stressait, préparant le meurtre de son mari, forcément. Emma et moi on s'est inquiétés aussi. Elle agit bizarrement. Rob se concentra. Bizarre? Comment? Juste différente. Plus joyeuse, je pense. C'est étrange, parce que t'es à l'hôpital, et elle sort beaucoup plus, elle dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Elle va où? Je ne sais pas. Elle dit qu'elle prend des promenades en voiture ou qu'elle rencontre des amis. Mais papa, je crois qu'elle n'a plus tant d'amis. Plus tard, Rob appela Tommy, astérisque. Je rentre demain. T'es prêt? Astérisque, ouais. Et Rob, j'ai déjà appris un truc intéressant, Carole est sortie 3 heures aujourd'hui. Elle a dit à David qu'elle prenait l'air, mais je l'ai suivie, elle est allée dans un bar d'hôtel en centre-ville, le Marriott sur Long Wharf. Elle a rencontré un type là-bas, on dirait pas deux inconnus. Le dernier fragment de sa vie d'avant s'effrita. T'as des photos? Ouais. Et Rob, tu vas vouloir voir ça, je reconnais le mec. Qui c'est? C'est Derek Morrison, de Morrison Développement. Le sang de Rob se figea. Derek Morrison était son plus grand concurrent, celui qui l'a sous-coté sur des projets depuis 2 ans, responsable de plusieurs deals qui ont coûté des millions à Sullivan et Associates. Et maintenant, Rob savait comment Derek obtenait ses infos internes. Tommy, dit Rob, d'une voix pleine d'une détermination qu'il n'avait plus connue depuis leur enfance, quand il préparait des vengeances minutieuses contre les caïds du quartier. Continue de les suivre. Je veux savoir tout, où ils vont, ce qu'ils font. Et Tommy, oui, c'est la guerre, maintenant. Chapitre 4. Ça commence en scène. Rob rentra jeudi après-midi, jouant le rôle d'un homme brisé. Il bougeait lentement, se tenait la poitrine parfois, montrait une fatigue évidente. La maison coloniale de Wellesley, qui avait été autrefois un sanctuaire, lui semblait maintenant hostile, mais Rob s'était toujours senti chez lui derrière les lignes ennemies. Carole était l'image même de l'épouse dévouée, du moins quand les enfants étaient présents. Elle le soutint jusqu'à la chambre, arrangea ses oreillers, et... Elle fit semblant d'ajuster ses médicaments, mais Rob surprit le calcul dans ses yeux à l'instant où elle pensait qu'il ne la regardait pas. Elle l'observait attentivement, traquant les signes de faiblesse, comme un prédateur surveillant une proie blessée. Le docteur dit que tu as besoin de repos complet, dit-elle en posant doucement la main sur son épaule. Pas de travail, pas de stress.
J'ai déjà appelé Maria pour lui dire que tu ne prendras aucun appel pendant au moins 2 semaines. 2 semaines, répéta Rob, laissant une pointe d'inquiétude teinter sa voix. Carol, le contrat Morrison. Derek Morrison a appelé ce matin, répondit-elle d'un ton fluide. Il a entendu parler de ta crise cardiaque et voulait te présenter ses condoléances. Il a dit qu'il serait heureux de reprendre le projet de Riverside si tu devais te retirer. Rob dut mobiliser toute sa maîtrise de soi pour ne pas réagir. Derek Morrison, celui-là même qui avait secrètement rencontré sa femme. Offrir de prendre le contrôle du projet qui allait déterminer l'avenir de Sullivan et Associés pour les 5 prochaines années. C'est généreux de sa part, parvint-il à dire. Je trouve aussi. Tu as tellement travaillé, mon amour. Peut-être que c'est un signe. Il est temps de ralentir. De laisser d'autres porter une partie du fardeau. Ce soir-là, après que David et Emma furent repartis chacun vers leur université, Carol prépara le dîner. Un plat de pâtes, lourdement salé, nappé d'une sauce riche et crémeuse, exactement ce que le docteur et lui avaient déconseillé. Elle servit le repas avec un sourire plein de sollicitude. Je sais que le docteur a parlé de régime, mais je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de quelque chose de réconfortant ce soir. Rob en mangea peu, complimenta le plat, tout en observant comment Carol guettait sa réaction avec insistance. Quand il s'excusa tôt dans la soirée, prétextant la fatigue, elle sembla satisfaite. Depuis la fenêtre de sa chambre, Rob observa Carol dans le jardin, en pleine conversation animée au téléphone. Même de loin, son langage corporel était éloquent. Elle était excitée. Peut-être même, euphorique. Quand l'appel se termina, elle resta assise un moment sur le banc du jardin. Rob aurait juré l'avoir vue sourire. Vers minuit, pensant qu'il dormait, elle se mit à bouger en bas. Rob sortit discrètement de sa chambre, se faufila jusqu'en haut de l'escalier et tendit l'oreille. Elle parlait encore au téléphone, sa voix basse mais claire dans le silence de la maison. Demain soir, quand les enfants ne seront pas là. Oui, il semble beaucoup plus faible. Non, le docteur a dit qu'un autre épisode pourrait lui être fatal. Je sais. J'ai du mal à croire que ça arrive enfin. Rob retourna dans sa chambre, le cœur battant. Ça arrive enfin. Quelle que soit leur machination, ils croyaient être dans la phase finale. Le lendemain matin, Tommy entra en scène, jouant le rôle du frère préoccupé. Il s'installa lourdement dans la cuisine, l'air sombre. Rob, je déteste te déranger pendant ta convalescence, mais on a un problème sur le site Morrison. Carol apparut dans l'encadrement de la porte, tasse de café à la main. Quel genre de problème? Des histoires de permis, répondit Tommy sans la regarder. L'inspecteur municipal dit que notre installation électrique ne respecte pas les normes. Si on ne règle pas ça d'ici lundi, ils fermeront tout le chantier. Rob laissa ses épaules s'affaisser. Combien ça coûterait? $250 000. Peut-être plus. Et Rob, on n'a pas cette liquidité. Pas avec les factures de Harbor Point encore en attente. Tout cela n'était que théâtre. Mais Carol n'en savait rien. Rob l'observa attentivement alors que Tommy décrivait cette crise financière fictive. Elle tenta de paraître inquiète, mais il aperçut une étincelle de satisfaction dans son regard. Peut-être que je devrais appeler Derek Morrison, suggéra-t-elle. Il a proposé de nous aider. Non, dit Rob fermement, puis adoucit son ton. Enfin, pas encore. Laisse-moi essayer de trouver une solution d'abord. Après le départ de Tommy, Carol se montra soudain bien plus attentive. Elle lui apporta le déjeuner, lui demanda s'il avait pris ses médicaments, proposa même de regarder un film ensemble. Mais Rob remarqua qu'elle consultait souvent son téléphone. Et 2 fois, il la surprit en train de le fixer avec une expression qu'il n'arrivait pas à définir. Ce même après-midi, pendant que Carol faisait les courses, Rob passa plusieurs appels. D'abord à son véritable avocat, Harold Steinberg, un homme aux yeux perçants qui protégeait les intérêts de la famille Sullivan depuis 15 ans. Harold, j'ai besoin que tu fasses quelque chose discrètement. Passe en revue toutes mes assurances, mon testament, n'importe quel document qui entrerait en jeu si je venais à mourir subitement. Rob, ta crise cardiaque t'a vraiment secoué.
Mais les médecins ont dit que... Fais-le, Harold. Et cherche surtout si quelqu'un pourrait tirer profit de ma mort, au-delà de ce qui est évident. Ensuite, il appela son comptable. Puis son banquier. Et enfin, l'enquêteur privé qu'il utilisait parfois pour les affaires, un ancien flic de Boston nommé Ray Kowalski, spécialiste des secrets bien enfouis. Ray, j'ai besoin d'une enquête complète sur Derek Morrison. Finances, vie personnelle, relations professionnelles. Et vite. C'est à propos du contrat Morrison? Disons que c'est lié. Tu peux me livrer quelque chose quand? Donne-moi 48 heures. Le soir venu, Rob avait déjà mis plusieurs choses en branle. Restait la partie la plus difficile, attendre. Observer. Faire semblant d'être faible. Ce soir-là, Carol prépara un autre dîner somptueux, un bœuf Wellington accompagné de garnitures saturées de beurre. Elle semblait presque euphorique, bavardant joyeusement de redécoration du salon et de vacances à prendre une fois qu'il irait mieux. « Où aimerais-tu aller » demanda-t-elle. « Je ne sais pas si je suis prêt à voyager de sitôt. »« Oh, je voulais dire, peut-être que je pourrais partir quelque part avec Emma ou ma sœur. Juste quelques jours. Pour décompresser après tout ce stress. » Rob se dit qu'elle pourrait effectivement décompresser, probablement avec Derek Morrison, sur une plage tropicale, trinquant à leur réussite. Ce soir-là, le téléphone de Carol sonna juste après 23 heures. Elle répondit rapidement, parlant à voix basse. Rob entendit des bribes, selon le plan, ou plus tard lundi, oui, il s'affaiblit. Dimanche matin, le docteur y fit une visite à domicile, une chose que Rob avait arrangée en secret. Devant Carol, le docteur l'examina minutieusement et déclara, le visage grave. « Monsieur Sullivan, votre rétablissement n'avance pas aussi bien que je l'espérais. Je vais devoir ajuster votre traitement et intensifier la surveillance. » « Il y a quelque chose de grave ?» demanda Carol, sa voix à la fois inquiète et étrangement impatiente. Son cœur est encore très instable. Les prochains jours seront critiques. Le moindre stress ou choc pourrait provoquer une autre attaque. Et franchement, son cœur pourrait ne pas y survivre. Une fois le docteur parti, Carol se montra d'une sollicitude presque absurde. Elle insista pour l'aider à aller aux toilettes, lui servit ses repas au lit. Et elle semblait flotter autour de lui, telle une veuve éplorée en devenir. Plan slow motion, visage de Carol triste et perdu. Rob remarqua autre chose, son portable toujours à portée de main, elle vérifiait 2 fois les serrures, comme si elle attendait un événement crucial. Et ce soir-là, la révélation survint vers 21 heures. Plan intérieur, Rob feignant le sommeil dans son fauteuil. Carol l'embrassa sur le front. « Je vais me coucher tôt, je suis épuisée par toute cette inquiétude, murmura-t-elle. Je crois que je vais prendre un somnifère, pour vraiment me reposer. » Transition sonore tic-tac d'une horloge. 20 minutes plus tard, Rob entendit la porte de chambre claquer. Il attendit 30 minutes de plus, puis s'approcha furtivement de la fenêtre. Plan extérieur BMW blanche reculant dans l'allée. Coupe Rob qui s'habille en toute hâte, saisit les clés du pick-up. L'avantage d'une relation de 23 ans? Connaître les habitudes, deviner les destinations probables, Carol irait chez Derek Morrison soit à son loft à Newton, soit à son bureau au centre-ville. Plan de voiture, Rob bifurqua vers le centre-ville, bingo. Plan stationnement garage vitré du gratte-ciel de Morrison Développement, 2 voitures côte à côte. Rob s'installe en face, observateur fixe. Il n'attendit pas longtemps. Minuit pile, elle sort main dans la main avec Derek, complice et rieur. Caméra suit, il passe au Mercedes de Derek. Carol enfourche le siège passager, Rob suit en voiture caméra en plan aérien trajet silencieux vers Newton. Plan grande demeure moderne, lumineuse, criant « Nouvel argent ». Des fenêtres sans rideaux dévoilent un salon sophistiqué. Plan intérieur gros plan sur Rob, impassible. Il voit sa femme embrasser un autre homme. Une glace froide se forme dans sa poitrine. L'homme qu'il était, amoureux de Carol, meurt là, remplacé par un être plus impitoyable et dangereux. Plan Rob sur la route, machinal, puis retour chez lui. Il entre, se glisse dans le lit, avant le retour de Carol à 3 heures du matin.
Elle s'infiltre dans la maison, silencieuse, comme une ado rouspète après l'heure du couvre-feu. Mais Rob est éveillé, calculateur. Lundi, son plan machiavélique commence. Chapitre 5, les titans du web. Lundi matin, improviste chaleur printanière en mars dans le Massachusetts. Rob se lève tôt, prépare du café. Il se déplace dans la cuisine au moment où Carol descend, il veut la voir réveillée, en forme, et semer un doute, je me remets vite. Dialogue, ton tendu. Carol, inquiète, tu es levé tôt. Rob, feignant l'agitation, impossible de dormir. Je pense tout le temps à l'entreprise, aux problèmes dont parlait Tommy. Carol s'assoit, tasse en main. Chérie, tu dois arrêter de t'inquiéter pour le travail. Ta santé passe avant tout. S'il arrive quelque chose à Sullivan et Associates, qu'en sera-t-il de l'éducation de David et Emma? De cette maison? Notre retraite? Pour un instant, son masque tombe, un regard calculateur traverse son visage. Puis la concerned wife revient. Réfléchit peut-être sérieusement à l'offre de Derek Morrison. Il a les moyens pour les gros projets. Rob, prudent. Tu penses que je devrais l'appeler? Carol s'illumine. Je peux le contacter ce matin. Non, nous devrions le rencontrer face à face. Si je confie le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, je veux le regarder dans les yeux. Rob, évasif. Es-tu certaine que je suis prêt pour ça? Carol, rassurante. Le docteur est à conseiller d'éviter le stress, pas de devenir invalide. Et si tu te sens mal, je serai là pour conduire. Après un moment, Carol accepte, je l'appelle tout de suite. Plan caméra hors champ, Rob écoute depuis l'autre pièce. Sa voix change, devient plus chaleureuse, intime. Rendez-vous pris à 14h dans le bureau de Derek. Fondu au noir. En parallèle, les coulisses du siège. Rob passe la matinée à ses propres appels. Il contacte Ray Kowalski. J'ai des infos préliminaires sur Morrison. Son entreprise est extrêmement endettée, il a besoin d'un gros contrat pour tenir. Le vôtre? Clairement le jackpot. Mais ça va plus loin, il s'intéresse à votre situation financière, vos pratiques commerciales, vos faiblesses. Il a parlé à vos sous-traitants, fournisseurs, employés. Quand Rob demande « Quels employés ?», Ray réplique « C'est intéressant, il a eu Tommy ». Rob sent la colère glaciale monter. 3 semaines plus tôt, Morrison a approché Tommy, au KZS Bar de Si, lui a offert des verres, a posé des questions sur les finances de l'entreprise, sur la santé de Rob, la dynamique familiale. Rob redresse le téléphone, compose le numéro de Tommy. Plan transversal Rob à Brooklyn, café bondé. Tommy est nerveux. Confirmation, Rob commence sans détour. Depuis quand? Tommy s'effondre. Jésus, Rob, je savais pas quoi faire. Depuis peut-être un mois ou plus, j'ai un gros souci de jeu. Je dois beaucoup d'argent à des gens dangereux. Rob serre les poings. Il regarde son frère, celui qu'il a aidé 1000 fois, qu'il a employé malgré ses échecs, qu'il considérait comme complice avec des secrets de famille. Tommy révèle. 150 000 $, il me les desservait si je leur donnais des infos sur Sullivan et Associates, sur ta santé, ton mariage, tes plans de succession. Les pièces s'assemblent, Derek ne se contentait pas de tromperie, il orchestre un takeover hostile, et Tommy est son complice. Rob, calme, implacable. Que leur as-tu dit sur mon mariage? Tommy honteux. Que toi et Carol aviez des problèmes, qu'elle sondait les affaires de l'entreprise, se demandait ce qui se passerait s'il t'arrivait quelque chose. Silence. Puis Rob reprend, d'une voix glaçante. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon, ceux qui te prêtent de l'argent seront le moindre de tes problèmes. Tommy bredouille, désolé, Rob. Rob poursuit. Ce soir, tu vas aller au gratte-ciel de Morrison Développement. Tu vas surveiller Carol et Derek. Voir ce qu'ils font quand ils pensent que je suis hors jeu. Prendre des photos, enregistrer des conversations si tu peux. Tommy, brisé, acquiesce. Chapitre 5b, plan B légal. Rob, dans son pick-up garé, compose un nouveau numéro.
Harold, j'ai besoin de toi. Prépare 2 choses. Une nouvelle dernière volonté, laissant tout à David et Emma, avec clause interdisant à Carol d'hériter si elle se remarie dans les 2 ans de ma mort. Les statuts d'une nouvelle société pour transférer certains actifs hors de Sullivan et Associates. Fin de l'épisode, plan de Rob regardant l'horizon par la vitre d'une voiture, musique tendue, voix off. La guerre est commencée. Tous les pions sont en place. Qui tombera le dernier? Fondu au noir, générique. Et associé avant cet après-midi, Rob. Tu ne peux pas juste. Je ne déplace pas d'argent illégalement, Harold, je protège l'héritage de mes enfants. Harold, je veux que tu sois au bureau de Derek Morrison à 14h30 aujourd'hui, dis à sa secrétaire que tu es là pour discuter du contrat Morrison. Je veux être témoin de ce qui se passera dans cette réunion. Le dernier appel de Rob a été pour le docteur A. Docteur, j'ai besoin d'une faveur supplémentaire cet après-midi. Je veux que vous appeliez ma femme et lui disiez que mon état s'est aggravé. Monsieur Sullivan, dites-lui que j'ai eu des battements irréguliers du cœur et que vous craignez une autre attaque. Dites-lui que le stress lié au travail empire les choses. Cet après-midi-là, Rob s'habilla avec soin pour sa rencontre avec Derek Morrison. Il choisit son meilleur costume, mais fit attention à paraître fatigué, à bouger lentement, comme un homme qui tient à peine debout. Carol le conduisit en ville, bavardant nerveusement du trafic et du temps. Rob remarqua qu'elle aussi s'était habillée avec soin, portant une robe noire à la fois adaptée à une réunion d'affaires et, il s'en rendit compte avec gravité, à une veuve recevant des condoléances. Morrison Développement occupait 3 étages d'une tour de verre surplombant le port de Boston. Le bureau de Derek était un monument à Lego, fenêtres du sol au plafond, œuvres d'art coûteuses, mobilier plus cher que la voiture de la plupart des gens. Derek Morrison lui-même était plus jeune que Rob ne l'avait imaginé, environ 45 ans, avec ce teint artificiel et cette coiffure parfaite qui criait « entraîneur personnel » et « dentisterie esthétique ». Il les accueillit chaleureusement, mais Rob remarqua comment ses yeux s'attardèrent sur Carol, qui semblait rayonner sous son attention. « Rob, je ne peux pas te dire à quel point j'ai été désolé d'apprendre ta crise cardiaque. Tu as l'air bien, cependant. » « Je tiens le coup, » répondit Rob, laissant la fatigue transparaître dans sa voix. « Mais je dois avouer que tout cela me fait un peu peur. » Ils s'assirent autour de la table de conférence de Derek. Rob fit mine d'être essoufflé par la courte distance depuis l'ascenseur. Derek proposa de l'eau, que Rob accepta avec gratitude. « Je comprends que tu souhaites discuter du contrat Morrison, » dit Derek. « Je veux discuter de beaucoup de choses. Cette alerte santé me fait réfléchir à l'avenir, à ce qui est mieux pour ma famille et mes employés. » Rob expliqua les problèmes financiers fictifs décrits par Tommy, dépeignant Sullivan et Associés comme une entreprise en crise. Derek écouta avec un enthousiasme contrôlé, jetant parfois un coup d'œil à Carol comme pour confirmer. « Ça semble être une situation difficile, » dit Derek. « Mais tu sais, Rob, je pourrais peut-être aider. Morrison Développement cherche à s'étendre, et ta société a des atouts qui pourraient compléter nos opérations. » Quel genre d'atouts? Ton carnet de clients, ta réputation, tes contrats existants. Avec le bon partenariat, on pourrait garantir que tes employés gardent leur emploi et que la sécurité financière de ta famille soit protégée. Rob laissa Derek peindre le tableau d'une fusion qui n'était en réalité qu'une prise de contrôle, laissant la famille Sullivan avec une participation minoritaire dans leur propre entreprise. Pendant toute la présentation, Carol posa des questions précises sur les délais et les exigences légales, des questions qu'une épouse inquiète ne saurait nécessairement pas poser. Au moment où Derek énonçait les termes finaux de son offre généreuse, le téléphone de Rob sonna. Il regarda l'identifiant de l'appelant, Dr. A, pile à l'heure. « Excusez-moi, je dois répondre, » dit Rob en décrochant. Le docteur y joua parfaitement son rôle. Rob écouta, le visage pâlissant, posant des questions d'une voix faible sur les ajustements de médication et les besoins de surveillance. « Je comprends, » dit-il enfin, « oui, je viendrai demain matin à la 1re heure. » Rob raccrocha et resta silencieux un moment, comme s'il digérait une mauvaise nouvelle. « Tout va bien ?» demanda Carol, et Rob perçut l'impatience dissimulée derrière son inquiétude. Docteur et s'inquiète de certains résultats de tests.
Elle veut me voir demain pour discuter des ajustements à mon traitement. Derek et Carol échangèrent un regard furtif, si rapide qu'un œil non averti l'aurait manqué. On devrait peut-être rentrer, dit Carol. Tu ne veux pas en faire trop. En fait, dit Derek, pourquoi ne pas réfléchir à ma proposition? Il n'y a pas d'urgence, mais vu ta situation, Rob, ça vaudrait peut-être le coup de considérer ça plus tôt que tard. En partant, Rob remarqua Harold Steinberg dans le hall d'accueil, feignant de lire un magazine, mais observant tout clairement. Rob lui fit un signe presque imperceptible de la tête. Sur le chemin du retour, Carol fut inhabituellement silencieuse. Arrivé à la maison, Rob s'excusa pour aller se reposer, mais au lieu de cela, il se glissa à la fenêtre de son bureau qui donnait sur le jardin, où Carol aimait passer ses appels privés. Pile à l'heure, elle apparut avec son téléphone, marchant nerveusement en parlant à quelqu'un. Ça s'est parfaitement passé. Il a l'air horrible. Derek, vraiment horrible. Le docteur a appelé pendant la réunion. Oui, demain matin. Je pense que c'est presque fini. Rob sourit sombrement, presque fini, en effet, mais pas de la manière dont Carol l'imaginait. Ce soir-là, Tommy appela avec son rapport de Morrison Développement. Ils se retrouvèrent dans le bureau de Derek vers 18h. Carol resta 1 heure. Rob, il ne parlait pas que d'affaires, je savais bien. J'ai capté un audio par la fenêtre, il prépare quelque chose pour demain soir, après ta visite chez le docteur. Quelque chose pour s'assurer que tu ne rentres pas. Rob sentit ce froid calcul familier s'installer en lui. Tommy, je veux que tu appelles Derek demain matin. Dis-lui que le docteur a confirmé ce que tu soupçonnais, que je suis mourant. Dis-lui que c'est une question de jours. Et après? Alors, on termine ce chapitre. Chapitre 6, le dernier coup. Mardi matin se leva gris et pluvieux, à l'image de l'humeur de Rob alors qu'il se préparait pour le coup final. Il s'habilla soigneusement d'un costume sombre, adapté aussi bien à une réunion d'affaires qu'à des funérailles, selon comment les choses tourneraient. Carol s'était levée tôt, se déplaçant dans la maison avec une énergie contenue à peine maîtrisée. Elle prépara le petit déjeuner, un spécial crise cardiaque, chargé de sel et de graisse, et fit un point minutieux sur son planning de médicaments, avec l'attention de quelqu'un qui veut que tout soit parfait. « Tu es nerveux de voir le docteur, demanda-t-elle. Un peu. L'appel d'hier m'a inquiété. Je suis sûr que ce n'est qu'un suivi de routine, dit Carol, mais Rob saisit le tremblement d'excitation dans sa voix. En partant, Carol lui donna un baiser sur la joue, avec ce qui semblait une certaine finalité. Je t'aime, Rob. Quoi qu'il arrive. Rob regarda ses yeux, ceux qui autrefois l'avaient fait oublier ses soupçons du monde, et ne vit que du froid calcul. Je t'aime aussi, Carol. Le trajet jusqu'au cabinet du docteur est permis à Rob de revoir une dernière fois son plan. Chaque pièce était en place, chaque éventualité prévue. Ce soir, soit il aurait totalement gagné, soit il serait mort. Le docteur l'attendait avec une pile de dossiers médicaux qui n'avaient rien à voir avec son état réel. « Comment tu te sens aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Comme un homme sur le point de découvrir s'il est aussi intelligent qu'il le croit. Le rendez-vous dura exactement 90 minutes, assez long pour inquiéter Carol, assez court pour être crédible. Quand Rob sortit, il avait l'air secoué et pâle, un homme venant de recevoir une nouvelle dévastatrice. Il appela Carol depuis le parking. « J'ai besoin de te voir, toi et les enfants, ce soir, tous ensemble. Il y a des choses dont je dois parler. » Rob, tu me fais peur. Qu'est-ce que le docteur a dit? Pas au téléphone. Peux-tu faire venir David et Emma ici pour 18h? Bien sûr, Rob. 18h, c'est important. Rob passa l'après-midi au bureau de Harold Steinberg, finalisant des documents qui protégeraient l'avenir de ses enfants, quoi qu'il lui arrive. Harold semblait inquiet pour l'état d'esprit de son client, mais il connaissait assez Rob pour lui faire confiance. Si quelque chose m'arrive, lui dit Rob. Assure-toi que le détective Ray Kowalski reçoive le dossier que j'ai laissé dans ton coffre-fort. Rob, qu'est-ce qui se passe? Justice, Harold. Justice qui tarde trop. À 17h30, Rob arriva chez lui pour trouver les voitures de ses 2 enfants dans l'allée.
David et Emma étaient dans le salon avec Carol, tous inquiets et confus. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emma, à 19 ans, elle avait l'esprit vif de son père. Et la beauté de sa mère, mais contrairement à Carol, la préoccupation d'Emma était sincère. « Asseyez-vous tous, j'ai des choses à vous dire. » Rob se plaça de manière à voir clairement le visage de chacun. « Cet après-midi, le docteur m'a donné des nouvelles concernant mon état. Les dégâts à mon cœur sont plus importants que ce que nous pensions au début. » Carol se pencha en avant, le visage marqué par une inquiétude conjugale sincère. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que mon temps est limité. Peut-être des semaines, peut-être des mois, mais pas des années. » Emma eut un hoquet de surprise, et David attrapa la main de sa sœur. La réaction de Carol fut plus contrôlée, une inspiration brusque, une main sur la poitrine, les gestes parfaits d'une épouse dévastée. « Il y a autre chose, » continua Rob. « J'ai réfléchi à l'avenir, à ce qu'il adviendra de l'entreprise, à vous tous. J'ai pris des décisions. » Rob exposa alors son plan fictif, vendre Sullivan et associer à Derek Morrison et utiliser l'argent pour assurer l'avenir de sa famille. Pendant qu'il parlait, il observait attentivement le visage de Carol. Elle essayait de paraître dévastée par la nouvelle médicale, mais il surprenait des éclairs de satisfaction, un triomphe à peine dissimulé. « Papa, il doit y avoir d'autres options, » dit David. « Peut-être que si tu te retires des opérations quotidiennes. » La décision est prise, Phil. Derek Morrison est le meilleur choix pour reprendre l'affaire. Il a les ressources, les connexions, l'expérience. Quand Carol posa une question, Rob nota à quel point elle était passée rapidement de l'épouse dévastée à la veuve pratique. Demain, Derek et moi signerons les papiers dans son bureau. Je veux régler ça pendant que je le peux encore. Après le départ de David et Emma, tous deux émus et confus, Carol s'assit à côté de Rob sur le canapé, sa main posée sur son bras. « Je sais que c'est difficile, » dit-elle, « mais tu fais ce qu'il faut pour la famille. » Moi ? Parfois, je me demande si je prends les bonnes décisions, si je peux faire confiance aux gens autour de moi. Pendant un instant, le masque de Carol glissa. « Que veux-tu dire ? » « Rien, je suis juste fatigué, effrayé. Toute cette histoire me fait remettre tout en question. » Ce soir-là, Carol prépara son plat préféré, ou du moins ce qu'il avait été avant qu'il ne découvre qu'il était assaisonné de trahison. Elle jouait avec attention et amour le rôle de l'épouse dévouée, prenant soin de son mari mourant. Vers 21h, Rob s'excusa pour aller se coucher tôt. « Demain sera une grande journée, je veux être reposé. » Carol l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit, et Rob sentit un parfum de luxe, celui qu'elle portait pour les occasions spéciales. Depuis la fenêtre de sa chambre, Rob regarda Carol dans le jardin, parlant avec animation au téléphone. Même à distance, son langage corporel était joyeux, presque dansant. Quand l'appel se termina, elle s'assit sur le banc du jardin et applaudit comme une enfant ayant reçu tous ses cadeaux de Noël. Vers minuit, Carol quitta la maison, pensant que Rob dormait. Elle était habillée avec soin, un pantalon noir et un pull souple pour faciliter ses mouvements, des chaussures confortables, les cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait à quelqu'un qui se prépare pour le travail, pas pour un rendez-vous romantique. Rob, habillé, monta dans son camion. 5 minutes plus tard, il suivit Carol à travers les rues silencieuses jusqu'à la maison de Derek Morrison à Newton. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas en face, il gara son véhicule dans l'allée de Derek, juste derrière la BMW de Carol. Tommy attendait dans l'ombre, comme prévu. « Ils sont dans le salon », murmura Tommy. « Ça fait environ 20 minutes. »« T'es sûr de ça ? » ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. » Rob s'avança vers la porte d'entrée de Derek et sonna. L'expression de choc sur le visage de Derek quand il ouvrit la porte valait presque toutes les épreuves que Rob avait traversées cette semaine. Derek était habillé de façon décontractée, jean et polo, mais son visage était rougi par l'excitation et l'alcool. « Rob ? Qu'est-ce que tu... Comment es-tu entré ? » « Derek, je pense qu'il est temps que nous ayons tous les trois une conversation. » Le salon de Derek était une démonstration de mauvais goût coûteux, verre, chrome, art moderne qui semblait choisi par un décorateur facturant à l'heure.
Carole se tenait près de la cheminée, un verre de champagne à la main, le visage figé dans une expression de terreur absolue. « Bonjour Carole », dit Rob doucement. « Ne fais pas cette tête surprise. Tu ne pensais quand même pas que j'étais aussi stupide, si ?» Derek tenta de reprendre contenance. « Rob, je peux expliquer. » « Oh, j'adorerais entendre ton explication. Mais d'abord, laisse-moi te dire ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense que ma chère épouse t'a donné des informations sur mon entreprise depuis des mois. Je pense que tu as prévu de prendre le contrôle de Sullivan et Associés, probablement en attendant ma mort pour venir consoler ma veuve en deuil. C'est ridicule. Est-ce parce que... Derek, ton timing est remarquable. Tu as proposé de m'aider avec l'entreprise juste quelques jours après ma crise cardiaque. Tu semblais savoir exactement quel problème financier m'aurait forcé à vendre. C'est comme si tu avais des informations privilégiées. Carole trouva enfin la parole. Rob, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Je comprends que ma femme depuis 23 ans préparait mon meurtre. Le mot plana dans l'air, tangible comme une présence physique. Derek pâlit, et le verre de champagne de Carole glissa de sa main pour se briser sur le sol en marbre. C'est fou, dit Derek. Carole ne ferait jamais ça, pas vrai? Dis-moi, Derek, qu'est-ce qu'elle t'a demandé au sujet du docteur et quels médicaments tu as étudiés? Quelles interactions alimentaires? Quelle manière de provoquer une nouvelle crise? Rob sortit son téléphone et joua un enregistrement, la voix claire et distincte de Carole parlant à Derek, s'assurant que Rob ne reviendrait pas de son rendez-vous médical. Le truc, continua Rob, c'est que je ne suis pas vraiment en train de mourir. Mon cœur va bien. Le docteur m'a aidé à tendre un piège, et vous êtes tous les deux tombés dedans. Derek recula vers la porte coulissante donnant sur le patio. Rob, tu dois comprendre, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Jusqu'où, Derek? Jusqu'où comptais-tu aller? Allais-tu glisser quelque chose dans ma nourriture? Saboter mes médicaments? Ou simplement attendre que Carole fasse le sale boulot pendant que tu fournissais un alibi? Nous ne voulions blesser personne, dit Carole désespérément. Rob, tu dois me croire. La seule chose en laquelle je crois, c'est que vous êtes exactement ce que j'ai toujours soupçonné, des gens égoïstes, avides et assez stupides pour croire qu'ils pouvaient me duper. Rob s'avança vers la cheminée où Carole se tenait. Tu sais quelle est la vraie tragédie? Je t'ai aimé pendant 23 ans. J'ai ignoré chaque instinct qui me disait de ne faire confiance à personne, parce que je pensais que tu étais différente. Rob, s'il te plaît. Mais tu n'es pas différente. Tu es juste un autre prédateur devenu confortable et paresseux. Tu as fini par croire à ta propre comédie. Derek avait atteint la porte coulissante et essayait de la déverrouiller. J'appelle la police. Bonne idée, dit Rob. Appelle-les. Dis-leur pour les enregistrements que j'ai de toi et Carole en train de planifier ma mort, dis-leur pour les recherches financières que tu as faites sur mon entreprise, dis-leur pour les polices d'assurance dont Carole s'est renseignée. Rob sortit une épaisse enveloppe en papier craft. Ou mieux, laisse-moi les appeler. Je travaille avec le détective Ray Kowalski depuis une semaine. Il est très intéressé pour parler avec vous deux. La vérité frappa Derek et Carole en même temps. Ils avaient été manipulés depuis le début. Chaque information qu'ils pensaient avoir, chaque avantage qu'ils croyaient détenir, leur avait été soigneusement donné par Rob. Espèce de salaud, souffla Carole, et pour la première fois Rob vit la vraie femme derrière le masque. Salaud manipulateur. J'ai appris des meilleurs, dit Rob. 23 ans avec toi m'ont tout appris sur la tromperie. Derek finit par ouvrir la porte coulissante et s'enfuit sur le patio. Rob le laissa partir. Tommy attendait dehors, avec le détective Kowalski et deux policiers en uniforme postés autour de la maison. Carole s'effondra dans un fauteuil, le visage pâle et vaincu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Maintenant, dit Rob, tu vas découvrir ce que ça fait de tout perdre, comme tu l'avais prévu pour moi. Rob s'approcha de la fenêtre et regarda Derek se faire arrêter dans le jardin, les mains menottées dans le dos pendant que l'officier Kowalski lui lisait ses droits. Rob, murmura Carole. David et Emma iront bien.
Ils seront déçus de leur mère, mais ils iront bien. Toi, par contre, tu vas découvrir que planifier un meurtre, même un qui n'arrive jamais, reste un crime. Alors que la police emmenait Carol menottée hors de la maison de Derek, Rob ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une satisfaction totale. Pas vraiment du bonheur, mais ce profond contentement d'un travail bien fait. Tommy apparut à ses côtés, regardant les voitures de police s'éloigner. « Qu'en est-il de Morrison Développement » demanda-t-il. « Sans Derek, son entreprise fera faillite » répondit Rob. « Je vais récupérer ses contrats à la vente aux enchères des faillites le mois prochain. »« Et moi ?» Rob regarda son frère, l'homme qu'il avait trahi pour des dettes de jeu, qui avait vendu des secrets de famille à un ennemi. « Tu vas rembourser tout ce que tu me dois, chaque centime que Derek t'a donné, avec les intérêts. Tu le feras honnêtement, au salaire minimum. Et si tu touches à un paquet de cartes, je te détruis. » Tommy acquiesça, abattu. « Je comprends. »« Non, Tommy, je ne crois pas que tu comprennes. Mais tu vas comprendre. » Chapitre 7 Les conséquences. Les gros titres du Boston Globe étaient tout ce que Rob pouvait espérer. Chef d'entreprise et épouse inculpée dans un complot de meurtre. Crise cardiaque mène à la découverte d'une trahison. Rivaux locaux accusés de conspiration. L'histoire avait tout ce que les médias aiment, un homme d'affaires prospère, une épouse infidèle, des intrigues corporatives et une tentative de meurtre. Rob était dans son bureau, 3 jours après l'arrestation de Carol et Derek, lisant les articles tout en sirotant un café qui avait enfin un goût agréable après des mois. La maison semblait différente sans Carol, plus propre, comme si une présence toxique avait disparu. David et Emma avaient pris la nouvelle aussi bien que possible. Emma avait pleuré 1 heure, pas pour sa mère, mais pour la perte de la famille qu'elle pensait avoir. David était resté silencieux et en colère, comme il faisait lorsqu'il devait affronter une réalité qui bouleversait sa vision du monde. « Papa » dit David en apparaissant dans l'embrasure de la porte du bureau, « le détective Kowalski est là. Il veut te parler de l'affaire. » Ray Kowalski était un homme compact d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués d'avoir trop vu des pires travers de l'humanité. Il avait été patient avec la méthode peu orthodoxe de Rob pour rassembler des preuves, en partie parce qu'elle était complète et légale, et en partie parce qu'il comprenait ce désir de justice. « Comment ça va, Rob » demanda Ray en s'asseyant en face de lui. « Mieux que depuis des mois. »« Quelles sont les dernières nouvelles ?» Derek Morrison coopère pleinement. Apparemment, faire face à 25 ans de prison pour conspiration en vue de meurtre a tendance à délier les langues. Rob se renversa dans sa chaise. Que raconte-t-il? Que toute cette histoire était l'idée de Carol. Selon lui, elle l'a approché il y a environ 6 mois avec des infos sur tes projets d'entreprise. Elle a dit que tu avais des problèmes de santé et qu'elle s'inquiétait de l'avenir financier de la famille. Il l'a cru, il voulait la croire. Morrison Développement est dans un pire état que prévu. Le gars était à 3 mois de la faillite quand Carol l'a contacté. Les informations de ta femme étaient la seule chose qui maintenait son entreprise à flot. Rob ne fut pas surpris. Il avait soupçonné que le succès de Derek était surtout de la poudre aux yeux, construit sur la dette et désespoir plutôt que compétence réelle. Qu'en est-il du plan de meurtre? Ray sortit un petit carnet. Selon Derek, cela était arrivé plus tard. Carol commença à poser des questions sur ce qui se passerait si vous mouriez, police d'assurance, succession d'entreprise, ce genre de choses. Elle faisait cela paraître comme une planification académique, comme si elle était simplement responsable, mais ce n'était pas académique. Du moins, pas selon les preuves que nous avons trouvées. Carol avait étudié pendant des semaines les déclencheurs d'infarctus. Elle avait téléchargé des articles sur les interactions médicamenteuses, les sensibilités alimentaires, les facteurs de stress pouvant provoquer des épisodes cardiaques. Et Derek admet qu'elle lui avait demandé comment faire en sorte que votre mort paraisse naturelle. Rob sentit une froide satisfaction envahir sa poitrine. Avait-il un plan précis? Ils allaient attendre la signature du contrat avec Morrison, puis augmenter progressivement votre stress tout en manipulant votre alimentation et vos médicaments. L'idée était de déclencher une autre crise cardiaque qui paraîtrait comme une conséquence naturelle de votre état. Puis Carol hériterait de tout, y compris d'un partenariat commercial avec Derek.
C'était le plan. Derek achèterait Sullivan et Associés auprès de votre veuve à un prix considérablement réduit, puis fusionnerait avec Morrison Développement. Carol bénéficierait d'un revenu garanti à vie, plus d'une relation privilégiée avec Derek. Rob resta silencieux un instant, pensant à la nature systématique de leur trahison. Quel genre d'accord Derek envisage-t-il s'il témoigne contre Carol? Le procureur pourrait réduire les accusations à complot et fraude. Il risque 10 à 15 ans au lieu de la prison à vie. L'expression de Ray s'assombrit. Carol ne coopère pas. Elle prétend avoir été manipulée par Derek, qu'elle n'a jamais voulu vous faire du mal. Son avocat pousse pour un accord de plaidoyer, mais les preuves sont accablantes. Quelles preuves? Les enregistrements que vous avez faits, pour commencer. Plus la recherche trouvée sur son ordinateur, ses relevés téléphoniques montrant des contacts avec Derek depuis 8 mois, et des relevés financiers prouvant qu'elle transférait de l'argent vers des comptes auxquels Derek n'avait pas accès. Rob haussa un sourcil. Quel genre d'argent? Apparemment, elle puisait dans les comptes du ménage depuis des mois, constituant un pactole pour sa nouvelle vie. Nous avons trouvé près de 200 000 $ sur un compte que Derek ignorait. Donc Carol prévoyait aussi de trahir Derek une fois que Rob serait mort et que l'entreprise vendue. Rob dut admirer sa minutie, même s'il détestait ses méthodes. Il y a autre chose, poursuivit Ray. Nous avons enquêté sur le passé de Derek et découvert des liens intéressants. Quel genre de liens? Tu te souviens que je t'ai dit que Derek posait des questions sur toi en ville? Il ne faisait pas que récolter des renseignements pour la prise de contrôle, il planifiait de t'éliminer en tant que concurrent depuis plus d'1 an. Ray sortit un dossier. Derek Morrison ciblait systématiquement des entreprises de construction prospères à travers la Nouvelle-Angleterre. Il trouvait une faiblesse, généralement des problèmes financiers ou familiaux, puis exploitait cela pour forcer une vente ou une fusion. Combien d'entreprises? Au moins 6, que nous pouvons prouver. Son modèle commercial entier reposait sur l'acquisition d'entreprises établies à des prix inférieurs au marché, puis sur l'absorption de leurs contrats et listes de clients. Rob sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Donc Carol n'était pas sa première source interne, pas même la plus proche. Nous avons trouvé des preuves qu'il avait cultivé des relations avec des employés ou membres de la famille dans plusieurs autres entreprises. Souvent, il ciblait quelqu'un ayant accès à des informations sensibles et des problèmes financiers exploitables, comme les dettes de jeu de Tommy. Exactement. Derek Morrison était un prédateur, Rob. Il trouvait les faiblesses des gens et les utilisait. Ta femme était simplement le plus gros coup qu'il ait jamais visé. Après le départ de Ray, Rob resta seul dans son bureau, digérant tout ce qu'il avait appris. Carol n'avait pas seulement trahi leur mariage, elle avait trahi leurs enfants, leurs employés, tout ce qu'ils avaient construit ensemble et elle l'avait fait avec un calcul froid qui l'impressionnait autant qu'il le dégoûtait. Ce soir-là, Emma vint le voir. Elle restait dans son dortoir depuis l'arrestation, essayant de digérer la réalité que sa mère était une meurtrière en puissance. « Papa, je dois te demander quelque chose », dit-elle en s'installant dans le fauteuil que Ray venait de quitter. « Dis-moi. Est-ce que tu savais avant l'infarctus? Est-ce que tu soupçonnais que maman te trompait? » Rob réfléchit soigneusement à sa réponse. Emma avait 19 ans, assez grande pour entendre la vérité, mais encore assez jeune pour ne pas être trop blessée par celle-ci. « Je savais que quelque chose n'allait pas, finit-il par dire. Ta mère avait changé depuis des mois, distante, secrète, mais je pensais que c'était juste du stress, peut-être une insatisfaction de la quarantaine. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle préparait mon meurtre. » Emma resta silencieuse un moment. « Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où elle t'a encouragé à travailler tard, à prendre plus de projets. Elle disait toujours que la famille avait besoin que tu réussisses. Elle me préparait un infarctus. C'est malsain. Je veux dire, je savais que maman pouvait être froide parfois, mais ça. Emma, tu dois comprendre une chose, ce que ta mère a fait ne te reflète pas, ni David. Vous êtes tous les deux de bonnes personnes qui ont eu un parent mauvais. Et David? Il a dit qu'il ne voulait plus entrer dans l'entreprise. » Rob fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne se fait plus confiance. S'il n'a pas pu voir ce que maman était vraiment, comment peut-il se fier à lui-même pour prendre des décisions sur la société?
Dis à David que je veux le voir demain. Nous devons parler de l'avenir. Cette nuit-là, Rob parcourut la maison qui avait été son refuge pendant plus de 20 ans, la voyant sous un nouveau jour. Chaque pièce portait la mémoire de Carol, certaines vraies, d'autres fabriquées pour son bénéfice. La cuisine où elle avait préparé des repas destinés à le tuer. La chambre où elle avait dormi à ses côtés en préparant sa mort. Le jardin où elle passait ses appels secrets à Derek Morrison. Rob prit une décision, demain, il commencerait le processus de vente de la maison. Trop de poison s'était infiltré dans ses murs pour qu'il s'y sente jamais à nouveau chez lui. Son téléphone sonna juste avant minuit. L'appelant était un numéro inconnu. Monsieur Sullivan, ici Janet Pierce, la codétenue de Carol à la prison du comté de Norfolk. Rob faillit raccrocher, mais quelque chose dans la voix de la femme le fit hésiter. Que voulez-vous? Votre femme m'a demandé de vous appeler. Elle a quelque chose à vous dire. Je n'ai rien à dire à Carol, répondit-il. Elle ne demande pas pardon, ni à sortir de cette situation. Elle dit qu'il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre frère. Rob sentit un froid glacial envahir son estomac. Quoi à propos de Tommy? Elle dit que les dettes de jeu étaient fausses. Tommy n'était pas en difficulté avec des bookmakers. Derek Morrison le payait pour saboter votre entreprise de l'intérieur. La ligne devint silencieuse. Rob entendait son propre cœur battre dans ce silence. Vous êtes là, monsieur Sullivan? Je suis là. Qu'a-t-elle dit d'autre? Elle a dit que Tommy travaillait avec Derek depuis plus d'1 an. Les problèmes financiers de votre entreprise, les soucis de permis, les conflits avec les sous-traitants, c'était lui qui causait tout ça. Derek le payait pour créer des crises qui affaibliraient votre entreprise. Rob s'assit lourdement. Pourquoi me dit-elle ça maintenant? Elle en a assez de protéger ceux qui l'ont trahi. Selon Carol, quand Derek a été arrêté, il a immédiatement essayé de tout lui rejeter dessus. Elle veut que vous sachiez que Tommy était complice depuis le début. Après que la femme eut raccroché, Rob resta dans l'obscurité de son bureau, réfléchissant à tout ce qu'il pensait savoir sur l'année écoulée. Les problèmes de permis qui avaient retardé le projet Arbor Point, les soucis électriques qui leur avaient coûté le contrat Riverside, les disputes avec les sous-traitants qui les avaient forcés à accepter une perte. Tommy avait été là pour tout. Il avait découvert les problèmes, apporté les mauvaises nouvelles projet après projet. Rob prit son téléphone et composa le numéro de Ray Kowalski. Ray, c'est Rob Sullivan. Je veux que tu rouvres l'enquête. Il y a plus que ce qu'on pensait. Emma écoutait, stupéfaite, leur visage devenant plus pâle à chaque révélation. Oncle Tommy travaillait contre nous depuis tout ce temps. Emma demanda, depuis plus d'1 an, chaque problème, chaque échec, c'était lui. David, abasourdi, répondit, je n'y crois pas. D'abord maman, maintenant Tommy. Qui d'autre nous a menti? Personne, dit fermement Rob. Maintenant ils sont partis tous les deux, que va-t-il arriver à oncle Tommy? Il ira probablement en prison, pour longtemps. Emma se tut un instant. Et son ex-femme? Elle n'est pas malade? Rob regarda sa fille, oui, elle est malade. Je vais l'aider, mais pas à cause de Tommy, parce que c'est la bonne chose à faire. David acquiesça. Rob sortit un dossier épais de documents financiers, la société de Derek Morrison s'effondre. J'achète ces contrats aux enchères de faillite. L'assurance couvrira les dégâts causés par Tommy. Avec nos concurrents éliminés, nous visons l'année la plus rentable de l'histoire de la société. Emma déclara, nous avons gagné. Rob corrigea, nous avons survécu. Gagner, ce serait que rien de tout ça ne soit arrivé. Ce soir-là, Rob alla rendre visite à Carol en prison. Carol avait l'air fatiguée, bien plus âgée que ses 48 ans, le maquillage et la coiffure soignée avaient disparu, laissant place à la dure réalité de l'incarcération. On top of a tree that's got some lights on top of it. And that's how we find home. But that's it. That's all we got.
the only indicator. I'll be honest, I don't really remember what the place looked like. It was an oak forest, but that's it. That's all I got. Okay, one of the chords was pause. I know it was. And it was either 100 or 300. A positive 100, negative 300. Does not look like it's it. Let's go, Pog! Yeah, they're taken. I can't stop winning! I can't stop winning! Oh my god, we're getting raided. It's Blue Jay! My man, what's up, dude? Welcome back, welcome back, welcome back. Oh, it's not gonna let me. Yippee! We're getting raided, boys. What's up, what's up, what's up? Welcome on in, everybody. Woo! Hey, welcome to the stream, guys. Thank you for the raid. Thank you for the raid, Blue Jay. How was your stream, man? Oh my gosh, new follower. Dark Matter, what's up, man? Welcome to the stream. Thanks for watching. Oh my god, it's the cherry. Wait, guys, it's the cherries. Oh my god, we might have found it. Doomslayer, thank you for the follow. Welcome on in, everybody. Welcome on in. So we're playing hardcore Minecraft, but you guys can kill me. So, how do you do that? Stream was great. Thanks for asking. Of course, man. Of course. We have a Twitch extension called Crowd Control. There should be a button on your screen somewhere. If you're on mobile or desktop, there should be a yellow button called Crowd Control. You want to click on that? Oh god. Samurai, welcome back, man. Flinging me off the edge just like that so you guys can see it's working. Oh my gosh, Blue Crab with the golden apple. Thank you, my friend. So yeah, you guys want to click that yellow button, redeem your free coins. Everyone should have 30 coins. I'm going to snooze this ad real quick. And yeah, you guys can either help or harm me. The choice is yours. There's options for all sorts of things that you guys can do. We are currently looking for my quote-unquote base. We nether traveled really freaking far. And I do remember there was a cherry blossom right near it. So I think we might almost be there. I kind of forgot my cords. Not gonna lie to you. But we're looking for a little pillar. Oh, shit. Oh, we just lost the ability to jump. That's unfortunate. But welcome, Raiders. Thank you guys for watching. Get your free coins so we can throw them off a cliff. Everyone gapple? Yes, gapples, please. I need them. I need them bad. I'm not very good at this game. We have 25 deaths. We're on run number 26. Guys, we found it. Oh my god, we found it.